Bonsoir et bienvenue sur Ici Beyrouth. Ce soir, nous allons débattre de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Cette guerre qui est à son 29e jour, à un mois, c'est une guerre qui était censée représenter quelques heures pour Vladimir Poutine. Et voilà que ces quelques heures se sont transformées en cauchemar. Le monde entier retient son souffle, l'Europe en particulier, parce que l'arme atomique a été évoquée au tout premier jour de la guerre. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités, deux psychanalystes qui tenteront d'apporter leur éclairage sur ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Notre invitée depuis Paris, Sabine Calegari, est psychanalyste et auteure. Elle est régulièrement sollicitée sur les plateaux radio et télé en France, où on lui demande souvent de se mettre dans la tête de Poutine, puisque son dernier ouvrage a pour titre « Dans la tête de Zidane ». Nous avons également Dr Shawia Azouri, qui est lui aussi psychanalyste et auteur, dont l'un des ouvrages porte d'ailleurs un titre prémonitoire. Il reprend la phrase de Freud dans une lettre à Ferenczi « J'ai réussi là où le paranoïaque échoue ». Sabine Calegari, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. On qualifie Vladimir Poutine de paranoïaque. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Et est-ce qu'un paranoïaque a-t-il des garde-fous? Oui. En fait, quand on parle de structure paranoïaque, on n'a pas de certitude parce que c'est très difficile de poser un diagnostic psychique à distance sans écouter la personne. Ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est qu'on a chez lui un discours paranoïaque et surtout une logique paranoïaque parce que Vladimir Poutine part de l'idée qu'il est menacé, qu'il est potentiellement encerclé, que la distance se réduit entre l'OTAN et lui, une distance donc qui le menace, et il considère que c'est une certitude que la grandeur de la Russie et même son existence sont menacées. Et c'est le fait même que cette idée prenne une valeur de certitude qui donne l'idée qu'on est dans un discours paranoïaque avec ce qu'on appelle un délire d'interprétation. D'accord. Quels pourraient être les garde-fous de Vladimir Poutine au bout d'un mois de guerre où on sait parfaitement qu'il ne va pas faire marche arrière, où il y a beaucoup de pertes dans les troupes russes? C'est un homme clairement déterminé qui ne fera pas marche arrière. Or, quels pourraient être ces garde-fous? Ou pas? Le premier garde-fou dans cette logique paranoïaque, c'est sa logique précisément. Un paranoïaque ne fait pas n'importe quoi. C'est pas un psychopathe, il n'est pas dans la pathologie du passage à l'acte. C'est pas un schizophrène qui est dans l'impulsion, dans le court-circuitage psychique et dans un délire chaotique. C'est quelqu'un qui est dans sa logique. Donc le premier garde-fou, même si c'est une conclusion terrible pour l'Ukraine, c'est que Vladimir Poutine est en guerre contre l'Ukraine pour, pense-t-il, la défense de l'existence et du territoire russe. Donc, il n'est pas en guerre mondiale, il n'est pas en guerre contre l'OTAN, il n'est pas en guerre contre l'Occident. Même si pour lui, l'OTAN, l'Occident consiste comme un autre méchant, pour reprendre le terme de la paranoïa, un autre qui peut le menacer, qui peut s'avancer, mais il n'est pas en guerre contre cet autre-là pour le moment. Ça, c'est un premier garde-fou, même si, hélas, ça n'est pas un garde-fou pour l'Ukraine. Je dirais qu'il y a un deuxième garde-fou, c'est que dans une logique paranoïaque ou dans une personnalité paranoïaque, il y a des idéaux. Les idéaux de Vladimir Poutine, pour autant qu'on puisse y avoir accès à travers son discours, c'est l'idéal d'une grande Russie. Donc on peut imaginer qu'il ne va pas détruire le cœur de la Russie, qu'est Kiev par exemple. Il y a chez Vladimir Poutine des idéaux qui sont des idéaux de valeurs traditionnelles, de famille. Vladimir Poutine est père.
il est père de 4 enfants. Donc on peut supposer qu'il n'ira pas dans la destruction totale dont il est parfaitement conscient, parce qu'il a dit en 2017 que s'il y avait un affrontement nucléaire mondial, personne n'y survivrait. Donc ça, c'est un garde-fou. Et enfin, j'ajouterai quelque chose qui est peu exprimé, c'est que Vladimir Poutine croit en Dieu. Alors, il ne l'évoque pas beaucoup, mais il l'a évoqué au moment d'envisager de le mettre dans la Constitution, par exemple. D'accord. Qu'il croit en Dieu signifie qu'il y a un certain idéal, mais qu'il y a aussi un certain rapport à la loi, même si ce n'est pas une loi qui est forcément symbolisée, c'est-à-dire qui prend sens. D'accord. Et il y a encore un autre garde-fou du côté de la loi, c'est que Poutine ne cesse pas de citer la loi. Il ne cesse de reprocher à l'OTAN de ne pas avoir respecté les lois. Et lui, même s'il veut instaurer ce qu'il a appelé une dictature de la loi, s'il veut s'approprier la loi et faire la loi, il a quand même l'idée de l'existence de la loi. D'accord. Donc ça, c'est un discours qui peut, je peux pas dire tenir face à lui, mais enfin, qui a une résonance chez lui. D'accord. Je vais demander à Shawia Azouli ce qu'il en pense. Et vous, que pensez-vous de la personnalité de Poutine, de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il est incapable de faire? Euh, Évidemment, je partage ce que Sabine a dit par rapport à la distance. Hein. Donc, on ne peut pas poser un diagnostic, entre guillemets, au sens médical du terme, psychiatrique du terme, mais on peut dire que Poutine a une personnalité paranoïaque. Bon, il y a quelques éléments qui le font penser. Par exemple, c'est ce côté binaire entre le bien et le mal. Il considère qu'en Ukraine, il y a des nazis, hein, le nazisme est là, hein, je dirais juste par rapport à quoi il dit ça. Et donc, il considère que la Russie, c'est le bien, hein, et l'Ukraine, c'est le mal. Hein. Donc, ce splitting, ce clivage entre le bien et le mal, et fait partie de la personnalité du paranoïaque en général. Et effectivement, ça a par rapport à la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire une guerre, hein, on peut craindre le pire parce qu'il considère que l'Ukraine, c'est le règne ou le siège du mal et que la Russie est le siège du bien. De ce point de vue-là, bon, j'ai lu, je ne sais pas si Sabine, vous avez eu l'occasion de le voir, c'est un livre qui s'appelle Le Régiment immortel, en sous-titre La guerre sacrée de Poutine, okay, et c'est fait par Galia Ackerman. C'est un livre prémonitoire. Il est sorti en 2019. C'est comme si elle décrivait la situation actuelle dans laquelle Poutine se trouve. Alors je me suis inspiré un peu de ce livre pour mettre en évidence quelques idées. La Deuxième Guerre mondiale a été pour les Russes quelque chose que Poutine est en train de manipuler encore aujourd'hui. Pour les Russes, la Deuxième Guerre mondiale, il l'appelle la guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique, c'est le nom que donnent Poutine et les Russes à la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et donc, ce qu'ont fait les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, il le prend aujourd'hui comme un exemple, hein, comme quelque chose qu'il veut faire revivre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il partage, et c'est là sa conviction, on va mettre ça entre guillemets, je dirais sa conviction délirante, il la partage avec tout le pays. Donc, la Russie est aussi coupée en deux. Hein. Il y a le bon qui est l'interne, ce qui est intérieur à la Russie, et donc le mal, ce qui est extérieur, est localisé en Ukraine. Donc, cette conviction délirante, ce splitting, ce clivage de Poutine lui-même, on le retrouve en Russie. Et d'une certaine manière, je dirais que c'est aussi un garde-fou.
Donc ce garde-fou-là, c'est quoi? C'est le partage de la conviction délirante, entre guillemets, de Poutine entre lui et les Russes, et le pays, quoi, et la Russie. Donc voilà un peu comment j'introduirais un peu ce que je voudrais dire. D'accord. Au regard de tout ce qui se passe actuellement, donc là on est à un mois d'une guerre qui n'aurait pas dû durer énormément. Qu'est-ce qui peut faire arrêter cette guerre justement? Par quel discours on peut atteindre Poutine? Qu'est-ce qui pourrait faire que la guerre prenne fin? Est-ce qu'il est capable d'utiliser une arme atomique ciblée, par exemple, pour asseoir son autorité? Quel langage enfin, quelle solution peut-on trouver à cette guerre si on l'approche du côté de la personnalité? C'est ça ce que voilà. Si vous pouvez nous Oui, oui, aider, oui, Sabine. je comprends tout à fait votre question parce qu'il y a des approches qui peuvent être exogènes. On peut imaginer l'effondrement moral de l'un des deux camps, par exemple, parce que les Russes aussi sont soumis, les soldats russes sont soumis à très rudes épreuves pour lesquelles ils n'étaient pas forcément préparés, et les Ukrainiens sont également soumis à un siège terrible. Donc on peut imaginer un effondrement moral de l'une ou de l'autre base et pas forcément des chefs. Mais si on se place effectivement dans la tête de Poutine, puisqu'aujourd'hui, on peut supposer qu'il est de plus en plus seul, donc c'est de plus en plus ce qui se passe dans sa tête qui peut déterminer l'avenir, je pense qu'il y a plusieurs considérations. Euh, il y a le type de discours à lui tenir. D'abord, je pense qu'il est très important de ne pas rompre les relations diplomatiques parce que le fait quand même qu'il accepte de parler au téléphone de chefs d'État étrangers ou d'être en présence de Parlement humanise son discours alors qu'il risquerait de se radicaliser si jamais ce lien humain était rompu. Donc je pense que l'effort de garder le contact est très important. Alors, Shawi disait très justement que l'Ukraine est identifiée au mal et que c'est un garde-fou parce que pour un paranoïaque, dès que le mal est localisé, dès que le grand autre méchant est circonscrit, ça peut éviter que le délire ne devienne chaotique et s'étende à l'ensemble du monde. Mais le danger de ça, c'est qu'il y ait un rapport duel entre lui et Zelensky et que ce rapport duel renvoie à une relation en miroir, à ce qu'on appelle, parce que là, on appelle la régression au stade du miroir sur son tranchant mortel. C'est-à-dire que cette lutte duel devienne une lutte à mort imaginaire entre deux chefs d'État qui se ressemblent de plus en plus dans leur puissance et l'un incarnant radicalement le bien, l'autre radicalement le mal et évidemment inversement pour l'autre camp. Donc je pense que moins la relation sera duel entre Poutine et Zelensky, ou même entre Poutine et n'importe quel autre chef d'État, plus il y aura un abord diplomatique qui sera collégial, médiatisé par des groupes, par des instances et s'appuyant sur les termes de la loi internationale, plus on a une chance de sortir de ce duel à mort imaginaire qui est un des éléments du délire. D'accord. Shawi. Oui, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Qu'il y ait des contacts, comme par exemple Macron, qui a un possible contact téléphonique avec lui, ou d'autres chefs d'État, qu'il pourrait accepter, avec qui il pourrait accepter de dialoguer, ça retarde un peu le risque grandiose, enfin le grand risque plutôt que ça ne peut être, à mon avis, rien ne va l'arrêter, parce qu'il est dans cette logique qu'il veut écraser, éliminer le mal. Donc, dans cette logique de type paranoïaque,
hein, il est capable d'aller le plus loin possible. D'autant que ce qu'il utilise comme argument, qui ne sont pas, comme on pourrait le croire, des signes de sa folie ou de sa paranoïa. Par exemple, quand il dit que l'Ukraine est nazifiée et qu'il lutte contre le nazisme présent en Ukraine, hein, alors que, bon, on ne voit pas très bien en quoi les Ukrainiens sont des nazis aujourd'hui, mais le fait de lui, hein, de les qualifier de nazis, lui permet donc à Poutine d'aller encore plus loin dans la destruction. La destruction de l'Ukraine, c'est pour lui la destruction du mal. Donc, à la limite, ça pourrait tenir, hein, et à mon avis, rien ne l'arrêtera. C'est un avis pessimiste, mais comme tu le disais dans l'introduction, une guerre qui aurait dû durer quelques jours, voilà un mois que ça dure, et donc les destructions sont de plus en plus terribles. Ils bombardent des hôpitaux, ils bombardent des écoles, hein, tout ça pour amener son adversaire à plier sous la terreur. Donc il utilise la terreur pour faire plier le peuple ukrainien qui résiste. Hein. Et donc voilà. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à raser Kiev, qui est quand même la ville, le berceau donc, de la Russie, la première ville? Est-ce qu'il peut aller à ce point? Ou c'est quelque chose qu'il garderait, Sabine, pour la fin, au cas où rien d'autre, au cas où Zelensky ne capitule pas? C'est-à-dire que ce serait son dernier recours? Est-ce qu'il se ferait ça? C'est quelque part une mise à mort de lui-même? Ou... Je pense que le fait qu'il puisse retourner les choses contre lui dans une forme de suicide, c'est la toute dernière des hypothèses. Là où je partage le point de vue de Chaoui, c'est que je pense qu'il va aller vraisemblablement au bout de sa logique envers l'Ukraine. Ce qui ne veut pas dire envers le reste du monde. Hélas pour l'Ukraine. Alors, il peut y avoir une hypothèse un peu plus optimiste qui serait que sa psychose ne soit pas trop décompensée et qu'il ne soit pas trop avancé dans le délire et encore assez proche de son projet initial, qui était de dire qu'il voulait le Donbass, la reconnaissance de la Crimée et l'engagement de l'OTAN à ne pas s'avancer davantage à l'Est. Et si jamais il a dit qu'il aurait ces choses-là, soit par la négociation, soit par la guerre, est-ce qu'à un certain moment, il pourra considérer qu'il a gagné suffisamment, par exemple le Donbass ou la reconnaissance de la Crimée, pour renoncer à aller plus avant et en rester au premier terme qu'il avait posé? Cet espoir-là, ce serait que le délire n'ait pas trop enflé, qu'il n'y ait pas eu trop d'engouffrement, de jouissance, de toute puissance pulsionnelle, de destruction, de pulsion de mort, qu'il n'y ait pas de déchaînement de pulsion de mort, et puisse s'en tenir au terme de départ. Quel cas peut-être que la guerre pourrait s'arrêter s'il gagnait suffisamment, comme le Donbass ou la reconnaissance de la Crimée, ou un engagement occidental, de ne pas avancer l'OTAN davantage. D'accord. Pour terminer notre débat, je voulais juste vous poser la même question donc, à tous les deux. Est-ce qu'on peut quand même émettre des hypothèses telles que celles qui ont été émises sans avoir eu la personne en cabinet, en analyse? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments qui peuvent permettre à des psychanalystes d'avancer des opinions? On partage la même idée qui est en fait une idée éthique. C'est de l'éthique pour les psychanalystes de ne pas se prononcer, hein, et de poser, encore une fois, un diagnostic. Mais à l'intérieur même de notre pratique, on ne pose pas de diagnostic. C'est-à-dire que dans l'écoute que nous avons pour le patient, on ne pense pas il est parano, il est hystérique, il est obsessionnel. C'est quand on est mal à l'aise dans l'écoute, que mal à l'aise au sens que les piliers sur lesquels on s'appuie flanchent un peu, que là, il est hystérique. Ce qui expliquerait un peu notre faille à nous quand on pense ce genre de choses. Donc, que serait-ce par rapport à quelqu'un qui n'est pas là? Oui.
Sabine, vous êtes du même avis que Shawi? Oui, je partage tout à fait l'avis de Shawi. Il ne s'agit pas de poser un diagnostic au sens médical. Il s'agit de faire ce que nous savons faire avec un être humain, d'un savoir qui n'est pas absolu, bien sûr, qui est de tenter de se déplacer dans la logique de l'autre, d'essayer d'appréhender sa logique subjective pour essayer de voir où il y a des ouvertures dans cette logique. D'accord, Et je crois que c'est plutôt de ça qu'on parle plutôt que de poser un diagnostic. bien sûr. Et peut-être d'éviter des pièges, en fait. Et je crois que, par exemple, pour prendre un exemple concret, quand Zelensky a pu avoir une attitude de provocation directe envers Poutine par image interposée, autant ça présente une grande force d'identification pour les siens, autant ça me paraît dangereux dans ce qu'on peut appréhender de la logique subjective de Poutine. D'accord. Parce que ça renforce ce côté duel en miroir et côté très personnalisé, très incarné de cette guerre. Donc, à titre d'exemple, voilà ce que peut apporter un regard clinique, se déplacer dans la logique de l'autre pour imaginer ce qui peut la faire flamber ou ce qui peut l'apaiser. D'accord. Merci beaucoup Sabine Calegari d'avoir été des nôtres ce soir pour ce débat enrichissant. Merci Shawi Azouli également pour votre présence et nous espérons vous retrouver pour peut-être aborder un sujet plus heureux et restez avec nous sur Ici Beyrouth.